les marchés publics, en gros, c'est pipoté, et que c'est forcément, truqué d'avance et on sait qui va gagner. Tout non-respect des prescriptions demandées peut entraîner automatiquement l'élimination du candidat. Oui. Juridiquement, c'est imparable, pardonnez-moi l'expression, mais que certaines entreprises vendent du rêve dans leur mémoire méthodologique. Tant que la publicité n'est pas lancée, c'est le moment finalement d'aller tenter une approche prospective et donc il y a clairement de la place pour les entreprises en matière de commande publique. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc je vous présente, vous êtes Nicolas Croze, directeur de la commande publique à Bordeaux. On vous connaît parce que c'est une belle métropole, donc un bel acheteur public en France, mais aussi pour toutes vos actions autour de l'innovation et dans l'intégration des startups et PME innovantes dans la commande publique. Donc pour commencer, je vous laisse vous présenter et nous raconter votre parcours. Et écoutez, déjà merci Jessica pour cette invitation. En effet, moi je suis, Nicolas Croce, je suis le directeur achat et commande publique de la métropole de Bordeaux et je suis juriste de formation. Donc j'ai fait des études de droit et j'ai fait un stage quand j'étais étudiant en commande publique et ça m'a de suite plu. La matière m'a beaucoup plu et je voulais aussi travailler dans la fonction publique parce que, je suis très attaché à la notion de service public. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important de pouvoir travailler pour le développement de mon territoire et la commande publique permet d'y contribuer largement. Et après j'aime beaucoup aussi la commande publique parce que je trouve que c'est une matière qui a beaucoup évolué, qui est passée d'une matière très juridique à une matière, plus fondamentale aujourd'hui dans le sens où c'est devenu un outil de politique publique, et qui permet de notamment beaucoup promouvoir le développement durable. Complètement. Et donc, du coup, comment vous définiriez la fonction d'un directeur de la commande publique? Heu Elle est vaste. Aujourd'hui, on s'occupe, alors je vais ne parler que de l'exemple de Bordeaux Métropole, mais Mmh. des concessions, de la commande publique bien évidemment, de la partie marché public, du pilotage pour avoir une harmonisation d'un mode de fonctionnement, puisqu'on a un fonctionnement un tout petit peu atypique, puisqu'on travaille à la fois pour Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et son CCAS. Donc quelque part, ce sont 3 entités différentes. Et du coup, on essaie de travailler à fluidifier, la passation des marchés et au-delà de la gestion des dossiers, à, essayer dans une certaine mesure de rendre la commande publique, un peu sexy, on va dire ça comme ça, pour éviter que ce soit trop vu comme une contrainte administrative aussi de la part de mes collègues, opérationnels. Complètement. Ça, on l'oublie souvent quand on est du côté des entreprises, c'est que la commande publique, c'est complexe pour tout le monde, même les opérationnels côté Ah oui, même pour entité les publique, quoi. opérationnels, oui, c'est sûr. Ouais. On pense à vous. Du coup, pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie à des PME de se positionner sur les marchés publics? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse peur des entreprises à répondre à des marchés. Alors, c'est sûr que répondre à un marché public, Mm. c'est pas forcément simple, au démarrage. Ça implique, de la motivation et ça implique une préparation. Donc on se lance pas dessus, la fleur au fusil, si je peux prendre cette expression, ça c'est certain. Par contre, c'est quelque chose de structurant parce que, sur, la période été 2023, été 2024, la commande publique en France, c'est 168 milliards d'euros de dépenses. Donc Ouais. finalement, c'est une manne financière à destination des entreprises et notamment des TPE-PME qui est quand même assez structurante. Donc il est dommage de pas s'y intéresser. À côté de ça, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer, parce que je vois Bordeaux Métropole étant, comme vous le disiez, une entre guillemets «une grosse structure». On passe énormément de marchés et malgré tout, on se constate qu'il y a beaucoup de consultations ou beaucoup de lots pour lesquels on n'a pas d'offre du tout. Donc on a quand même aussi des besoins et même si le principe est la concurrence, on est quand même en difficulté pour stimuler la concurrence, même quand on a un gros Mm. acheteur. Après, l'autre élément pour moi comment dire? Qui doit favoriser ou en tout cas susciter de l'intérêt, pour les TPE-PME, c'est qu'il faut, sortir de 3 idées préconçues. C'est que 1, répondre à un marché public, c'est réservé aux grosses entreprises. 2, c'est que le prix fait toujours la différence et Ouais. que 3, les marchés publics, en gros, c'est pipoté, et que c'est forcément, truqué d'avance et on sait qui va gagner. Une fois qu'on passe outre ces 3 Mm. mythes, ça peut quand même aussi, inciter les entreprises à se lancer dans la commande publique. Ouais, complètement. Pour revenir, alors pour revenir sur les chiffres de la commande publique, j'ai pas mal cherché et on en avait discuté aussi
avec d'autres personnes du secteur. Donc vous avez 168 milliards. Moi, j'ai vu 211 milliards sur un site du gouvernement. Et là, l'Europe vient de sortir 400 milliards. Donc, il y a un vrai Ouais. sujet de traçabilité aussi de la taille du marché. Mais non, mais je vous rejoins justement pour faire écho au fait que les marchés sont pas pipés. Je discutais récemment avec une entreprise qui me disait avoir préparé en avant-vente avec les clients publics, donc avec les acheteurs publics, les marchés qui sortaient, ils en ont gagné aucun. Donc ils ont bien fait le travail de se présenter en amont, mais comme ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'exercice, à savoir s'assurer que leur réponse est conforme par rapport aux attentes d'un acheteur public, ils n'ont pas réussi à passer cette barrière-là. Donc non, la commande publique, c'est pas pipé. Et ça, c'est fort heureusement. Toutes Oui, les oui, fort entreprises. heureusement, oui. Eh oui, non, mais justement, et donc du coup, pour reboucler, qu'est-ce qui fait que vous allez estimer qu'une réponse est sérieuse, crédible, engageante, et qu'elle vous donne envie d'aller plus loin? Heu, Plusieurs choses assez simples en fait, hein, une réponse qui est déjà claire, qui est Mhm. personnalisée surtout et qui colle aux critères d'analyse des offres qu'on a attendues. Heu, voilà et à contrario, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dans des réponses d'entreprise. C'est notamment des réponses copier-coller où on s'aperçoit que c'est, la réponse, faite pour la ville de Marseille, où il y a même pas le changement de la collectivité qui est Ouais. faite, ou que c'est alors ça a son intérêt dans une certaine mesure, mais une plaquette type en quelque sorte, qui pour présenter la société est certainement intéressante, mais pour répondre à un besoin très particulier, ne va cocher qu'une partie des cases qu'on attend. Ouais. Et c'est pareil, encore une fois, le prix n'est pas forcément la panacée. Alors c'est important bien évidemment, mais c'est pas forcément Mhm. l'élément fondamental. Et si on envoie un signal avec une valeur technique à 60 et un prix à 40, il faut pas galvauder la partie valeur technique, bien évidemment. À contrario, si on est à 80 en prix, 20 technique, le message Mhm. envoyé est pas du tout le même et donc la stratégie de réponse est pas du tout la même non plus. Donc il y a quand même un c'est pour ça que ça nécessite un peu de préparation, ça implique de regarder quelles sont les attentes, de l'acheteur public, quel qu'il soit et d'essayer de faire une réponse, simple, personnalisé, on note pas au poids du papier ou à l'épaisseur du fichier informatique, hein, donc parce qu'avoir un dossier de 150 pages, déjà ça donne pas forcément envie de le lire au démarrage, parce que quand on en a 15 à regarder en parallèle, ben, ça prend, c'est aussi chronophage pour celui qui va analyser les offres, donc quelque chose une réponse, simple, personnalisée, contextualisée par rapport aux attentes exprimées, par l'acheteur et qui correspondent aussi aux besoins ou aux questions qui sont posées pour l'analyse des offres aussi. Ça Ouais. facilite le travail de l'entreprise pour, sa réponse et ça facilite le travail de celui qui va comparer les offres aussi entre elles. Je vais revenir un petit peu en arrière pour donner un éclairage peut-être aux entreprises qui connaissent pas trop. Donc tout ce qui est critères de notation, c'est une information qu'on va trouver dans le règlement de consultation et qui ensuite doit aussi se retrouver à travers le cahier des charges, donc le CCTP. Donc en gros, ça veut dire que quand on construit sa réponse, euh, il y a la première partie que vous évoquiez, à savoir présenter l'entreprise et rassurer sur le fait qu'elle sera solide et performante pendant les 4 années de déroulement du contrat. Ça, Tout c'est à fait, le prérequis numéro un. Et le deuxième volet, c'est s'assurer que l'offre réponde bien à vos besoins. Et donc, pour s'assurer qu'une offre réponde bien à vos besoins, ça veut dire qu'elle doit reboucler avec les critères de notation qui sont exprimés dans le règlement de consultation et surtout avec toutes les fonctionnalités, les spécificités autour de l'offre qui sont demandées dans le cahier des charges. Donc, exactement. voilà, Et cette lecture-là est fondamentale au démarrage pour être certain de focaliser son effort sur les points les plus structurants. C'est comme quand on répond finalement à un concours, ou un examen, on va plutôt, faire l'effort sur la partie qui rapporte le plus de points. C'est un petit peu la même logique, sans faire d'impasse bien évidemment, mais voilà, entre le poids des critères, et la pondération qu'on annonce en face des critères a son importance, et matérialise une stratégie de réponse aussi d'entreprise ou doit d'ailleurs inciter une entreprise à répondre ou pas en fonction de sa propre stratégie. Ça, c'est un choix qui lui appartient, mais il vaut mieux se poser ces questions-là en amont plutôt que de répondre à un marché public pour voir ce que ça donne, sans s'être posé ces questions-là en amont parce qu'on risque finalement d'être déçu. bah, et justement, alors on s'était posé, enfin, pour revenir sur la partie exécution du marché, en fait, nous on le voit, on rencontre beaucoup d'entreprises
qui n'ont pas encore répondu à des marchés ou qui ont répondu à quelques marchés mais qui n'en ont pas encore gagné. Et la première étape qui consiste à gagner le marché semble tellement importante que on en oublie que derrière il y a 4 ans de relations qui vont se mettre en place avec l'acheteur public et que c'est là en fait que se joue vraiment la performance de l'entreprise. Donc, au niveau de l'exécution des marchés publics, quels sont les retours que vous pouvez nous faire? Alors, je pense qu'en tant que directeur de la commande publique, vous voyez surtout les pots cassés, mais du coup, ça peut aussi donner des bonnes idées aux entreprises sur le ne pas faire, quoi. Bah, le constat qui est fait souvent, c'est que beaucoup d'entreprises, ce qui est très bien, hein, mettent le paquet sur l'élaboration de leurs réponses, en effet, comme vous le soulignez. Ouais. Donc, ce qui est fondamental parce que c'est la première étape, mais après gagner le marché, c'est comme obtenir un concours, après il faut trouver un travail. Donc, c'est un peu la même logique. Donc gagner le contrat, c'est très, très bien. Par contre, après, il faut l'exécuter correctement et on s'aperçoit enfin, ce qui n'est pas le cas pour toutes les entreprises, bien évidemment, mais quand on fait une réponse à un marché public, il faut être en capacité, avoir la certitude que vous êtes en capacité de pouvoir respecter les engagements que vous avez pris. Et ça, ça arrive régulièrement que enfin, pardonnez-moi l'expression, mais que certaines entreprises vendent du rêve dans leur mémoire méthodologique, et après derrière en exécution, soit n'arrivent pas à cranter ces éléments, soit, on rentre dans le dur dès le départ avec une demande de rémunération complémentaire parce que l'entreprise se rend compte qu'elle n'avait pas forcément bien appréhendé les attendus et que du coup sa réponse, était, un peu légère sur le dimensionnement humain ou sur le temps à passer par exemple et que du coup elle rentre pas dans ses frais. Et là, on va Mm. rentrer dans une situation, un peu compliquée parce que, les acheteurs publics sont pas non plus, enfin gèrent un budget comme tout le monde, donc elles sont pas Ouais. là, on la gé le traitement est, des avenants est quand même un sujet, sensible et compliqué, donc voilà, donc un des principales, conseils, un des principaux pardon, conseils que je peux donner, c'est vraiment être certain de, s'engager sur un marché public, ça a beaucoup de vertus, par contre, il faut être Mm. certain de pouvoir après, être en capacité d'exécuter ce qu'on a mis dans son mémoire méthodologique. Donc ça, c'est un 1er point. Autre point, ce qui est très bien, c'est de répondre en groupement d'entreprise quand, répondre à plusieurs en gros, hein, quand on n'est pas en capacité de répondre, seul, à une consultation. Donc ça aussi, ça, c'est ré faire une réponse déjà groupée, c'est pas évident, mais après travailler en équipe, c'est pas aussi évident. Donc, ça aussi, faut bien constituer, Ouais. choisir ses partenaires, ce qui est pas toujours simple au démarrage d'ailleurs, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience ou quand on se lance pour la première fois. Mais c'est un élément fondamental parce qu'après c'est un travail en équipe, et c'est une image aussi que ça va donner en termes d'exécution vis-à-vis de l'acheteur public. Et autre élément, si ça se passe moyennement bien, c'est compliqué après pour l'acheteur public, enfin là, on n'élimine pas parce qu'une prestation se passe pas bien, c'est pas la question n'est pas là, Mm. mais c'est une référence qui est difficilement revalorisable après derrière parce que quand une entreprise qu'on ne connaît pas répond à un marché public, souvent on va appeler, les collectivités ou les personnes avec lesquelles elle a déjà travaillé pour savoir qu'elle met en référence, pour savoir comment ça s'est passé. Et donc le bouche à oreille peut jouer aussi. Bien évidemment, ça ne rentre pas forcément en ligne de compte dans l'analyse, mais ça peut, Ça donne de la laisser un a crédibilité. priori en tout cas, Ouais. plutôt négatif, à une entreprise. Pour revenir sur les groupements, parce que ça, c'est toujours une vraie question dans les entreprises. Euh, Parfois, dans certaines consultations, on a le sentiment d'être un peu poussé justement à faire du groupement, mais quand les entreprises se connaissent pas en amont, il y a quand même une technicité au niveau de la relation à mettre en place qui est hyper importante. Un groupement, ça se pilote, ça se gère, ça se manage. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou enfin du moins des conseils à donner à des entreprises qui n'auraient pas trop l'habitude de ce genre de partenariat pour qu'elles l'animent correctement? Hem, des conseils, c'est un peu compliqué parce Ouais. que le choix des co-traitants ou des partenaires avec qui vous allez monter une équipe est structurant, donc et après vous allez aussi déterminer ou pas, parce que ça peut être imposé par l'acheteur, ce qu'on appelle le mandataire, c'est-à-dire le chef du groupement en gros, qui sera l'interlocuteur privilégié de l'acheteur public. Ou là aussi, alors si c'est une compétence exigée par l'acheteur public, par exemple, je dis n'importe quoi, un architecte, bon, bah, c'est forcément l'architecte qui va le gérer. Mais il faut choisir quelqu'un que vous sentiez aussi en confiance pour faire, votre, interface entre vous finalement et l'acheteur public, donc ça, c'est un élément structurant. Et après, ça reste un contrat. Vous passez un contrat entre vous avant
d'établir une réponse vis-à-vis de l'acheteur et donc, surtout quand c'est la première fois et soyez vigilants sur la rédaction de ce contrat, privé finalement entre vous, pour pas vous vous faire avoir, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas que vous soyez trop défavorisés par rapport au mandataire, sur ces éléments-là. Vous allez aussi discuter de la répartition de votre rémunération vis-à-vis de la réponse de l'acheteur. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont importants. Donc ça, c'est des petits points de vigilance là-dessus. Sachez qu'en tous les cas, il suffit pas de taper dans la main, vous allez signer un contrat Non. entre vous, privé, que nous, on ne connaîtra pas forcément d'ailleurs, mais sur la responsabilité des uns des autres, et puis s'il y en a un dans l'équipe qui fait défaut, comment ça se passe? Donc ça fait partie des éléments qui sont aussi, importants à caler en amont. Donc c'est pour ça que le choix du ou des partenaires est assez important et donc, ben, si vous connaissez pas les partenaires qui vous sollicitent ou que vous allez solliciter, bah, il faut aller regarder, leur site, internet, voir, ce qu'ils ont fait. Pareil aussi, vous renseigner pour savoir, comment ça se passe. Est-ce que le relationnel, enfin, c'est une relation de confiance aussi, hein, donc et c'est une affaire de personne, quoi qu'il arrive aussi. Donc, cet Ouais, aspect, humain, on va dire, reste fondamental, parce que vous allez travailler en équipe et donc, il faut que ça matche. c'est toute la difficulté pour les entreprises, hein. C'est que le temps de consultation est quand même très court. Le temps qu'on repère le marché et qu'on décide de se positionner dessus, souvent il reste que 2 semaines pour répondre en fait, une fois qu'on a passé cette étape-là. Et là, quand il faut trouver un partenaire, monter un groupement et s'assurer qu'en face le partenaire a les bonnes valeurs pour faire en sorte que ça se passe bien, c'est vrai que c'est vraiment une course contre la montre. Nous, on a pu le faire pour certains de nos clients, mais je trouve que ça introduit quand même une incertitude et une fragilité dans la future relation commerciale enfin, qui peuvent être assez stressantes pour certains chefs d'entreprise, quoi. Je comprends que ça soit un blocage de leur côté, quoi. Alors oui, c'est sûr. Après, par contre, régulièrement, on a besoin d'agréger plusieurs compétences, pour Ouais, répondre à une consultation et c'est vrai qu'après, ben, il y a aussi des habitudes et des contacts qui vont se nouer au fur et à mesure. ouais, c'est Après, ça. il faut essayer de l'anticiper au maximum aussi donc Ouais. c'est sûr que malheureusement, tous les acheteurs publics, hein, sont toujours à la bourre sur tout leur planning, hein, ça c'est partout pareil donc du coup, forcément, les délais sont toujours malheureusement trop courts. Et donc il faut essayer d'anticiper, les consultations à venir donc attendre que la pub paraisse, je veux pas dire que c'est trop tard, mais il y a probablement des moyens d'avoir des informations en amont, de manière tout à fait légale, bien évidemment, ne serait-ce que par rapport à la publication de la planification annuelle des marchés, qui est le cas Mm. pour beaucoup d'acheteurs publics, en tout cas les plus gros, Les qui plus gros, publient ouais. régulièrement, leur planification, pour l'année à venir. Donc ça permet, si vous êtes un peu en veille active, d'aller repérer les contrats qui sont susceptibles de vous intéresser et même d'essayer de prospecter par anticipation pour, bah, chercher des partenaires ou commencer à, travailler sur, on va dire une stratégie de réponse, même si vous n'avez pas encore le cahier des charges et que vous ne savez pas encore avec certitude à quel moment la consultation sera lancée. Mais vous pouvez déjà savoir que quelque chose va arriver. Et alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Comment est-ce qu'une entreprise peut rentrer en contact avec son donneur d'ordre? Enfin, je dis donneur d'ordre parce que acheteur public, ça désigne à la fois l'entité publique et ça désigne à la fois un titre. Et donc les entreprises parfois font un peu l'amalgame. Mais celui qui achète du SI, c'est le DSI ou celle. Celui qui achète du marketing, c'est le directeur de la com ou le directeur marketing. Et donc, il faut aller voir la bonne personne. Donc, enfin, quel conseil pourriez-vous donner aux entreprises pour se rapprocher de ces personnes-là chez les acteurs publics, sachant que c'est un peu un jeu du chat et de la souris souvent. C'est assez compliqué de les contacter. Eux, ils ont un petit peu peur de recevoir des entreprises. Euh, voilà. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour faire en sorte que la relation soit la plus fluide possible et que personne ne se sente mis en danger d'un côté ou de l'autre? Alors il y a plusieurs possibilités. En fait, déjà, il faut savoir que des sollicitations côté acheteur public, moi, j'en ai probablement une trentaine par semaine, heu et que j'en ai tellement que Le je matin au café, fais quoi. un tri très sélectif, et assez radical de suite, donc il faut choisir son moment.
Ça, c'est le premier point. Essayer de prendre contact alors qu'une consultation est en cours, clairement, ça sert à rien. Non. Donc Oui. là, c'est beaucoup trop tard, et bien évidemment parce que la commande publique, respecte des grands principes juridiques, l'égalité de traitement des candidats, la transparence de la procédure et cetera. Donc forcément, un acheteur public ne doit pas, et s'il le fait, il prend de gros risques, échanger avec vous lorsqu'une consultation est en cours. Donc ça, déjà, c'est à proscrire. Et de toute façon, c'est trop tard à ce niveau-là pour vous faire connaître quelque part. Bah, la seule façon, ça va être de répondre au marché Ça, public et c'est la d'espérer de réponse. l'emporter. Mmh Donc ça, mh. c'est le premier point. Deuxième point, faut voir aussi quelle est votre stratégie. Enfin, quelle est la stratégie de l'entreprise. Si, on va pas faire, là, un cours de juridique sur le droit de la commande publique, mais, il faut savoir que, il y a des seuils qui déterminent des niveaux de mise en concurrence, f plus ou moins importants. Et en dessous de certains seuils, il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence. Aujourd'hui, ce seuil, notamment à titre principal de 40 000 € hors taxes en fourniture service et 100 000 € hors taxes en travaux. Peut-être que ces seuils vont d'ailleurs évoluer à la hausse prochainement. Mais si votre stratégie, en tout cas pour un premier accès à la commande publique, c'est plutôt d'essayer d'avoir entre guillemets, un petit contrat sous ces montants-là, sans mise en concurrence, pour voir après l'exécuter et voir comment ça se passe avant d'ensuite pouvoir éventuellement être mis en concurrence et répondre à un vrai marché public. Donc dans ces cas-là, il faut plutôt cibler des petits acheteurs publics dont la majorité de leurs contrats sont inférieurs à ces seuils-là. Donc, alors je connais moi plutôt les parties collectivités territoriales, mais ça va être, sans que ce soit péjoratif, des petites communes Ouais. dont la plupart de leurs besoins sont inférieurs à ces seuils et qui vont très souvent graviter ou faire travailler les entreprises de leur bassin territorial. Et donc ça, c'est une première approche. Ensuite, en effet, c'est un mythe de croire que, aller voir un maire, ou un président ou une présidente d'exécutif, c'est la porte ouverte à tout. D'abord parce que pour y avoir accès, c'est quand même extrêmement compliqué, Mmh. et que c'est pas forcément l'élu qui va rédiger le marché, qui va faire l'analyse des offres, quoi qu'il arrive. Exactement. Ouais. Donc après, il faut arriver à identifier en effet le bon interlocuteur. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de recherche à faire parce que souvent il y a des organigrammes sur les sites institutionnels, pour Oui. essayer d'identifier le bon interlocuteur ou le service en charge de tel ou tel marché à venir, pour pouvoir identifier, enfin, discuter entre pairs en quelque sorte. Donc ça c'est un élément important. Moi, comme je fais des marchés publics, je reçois, de toutes les sollicitations possibles, sachant que c'est pas moi forcément qui vais définir le besoin, qui Mmh. vais établir des prescriptions techniques. Donc en fait, je fais transférer aux services, compétents, pas tout le temps parce que j'en reçois beaucoup, mais déjà, voilà, donc c'est un peu dommage aussi par rapport à ça. Et après, il y a tellement de sollicitations qu'il faut peut-être aussi, alors c'est un investissement, faut pas se le cacher, mais essayer de miser sur des salons professionnels. Ouais. Donc il y en a quand même beaucoup sur vos territoires très certainement respectifs. Mmh mh. Très souvent d'ailleurs, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat ou d'autres fédérations professionnelles, au moins une à 2 fois par an, font des rencontres ou des salons, alors, thématiques, soit sur un domaine d'activité, soit sur des aspects développement durable, soit une espèce de comment dire? De B2B qui se met en place, et de rencontres avec des acheteurs publics pour faire de la prospection finalement en quelque sorte. Donc ça, ce sont des éléments qu'il ne faut pas sous-estimer parce que là, pour le coup, vous avez, des acheteurs publics ou privés d'ailleurs qui sont là, des gros acheteurs publics ou privés et qui vont, rencontrer, pendant 2 3 jours, X entreprises, et donc c'est aussi un élément d'aller, se faire connaître, à ce Ouais. moment-là. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que là, pour le coup, les structures qui vont venir pour aller chercher des entreprises. Donc ça, et puis c'est souvent, c'est pas des réunions qui vont durer 2 3 heures, c'est une sorte de speed dating. Donc voilà, c'est, une dizaine de minutes et rencontrer et se présenter comme ça. Donc ça, aussi, ce sont des temps, pour le coup, qui sont extrêmement structurants. Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend? En fait, oui, ce que vous relatez là, c'est que les bonnes pratiques du B2B fonctionnent très bien avec le public.
Exactement, On identifie le bon interlocuteur, on parle pas, parce que, enfin, on parle pas au directeur des achats, aka la commande publique, pour équivalence, parce que vous, votre métier, c'est d'acheter, mais c'est pas forcément de connaître les spécificités du besoin de chaque acheteur, enfin de exactement. chaque donneur d'ordre, du coup, on va dire ça comme ça. Et derrière, de se trouver au bon endroit, au bon moment, en fonction de, de l'expression de besoin de la personne, quoi. Donc effectivement, les salons, c'est quand même enfin, la voie royale, quoi. Et du coup, pour redonner un peu de contexte, vous disiez tout à l'heure, ça sert à rien de contacter un acheteur public au sens large pendant la consultation, puisque là, de toute façon, il ne peut plus parler avec les entreprises. Est-ce que vous pourriez redonner dans les grandes mailles une temporalité de la manière dont est monté un marché? C'est-à-dire à quel moment est-ce que le donneur d'ordre est disponible justement pour discuter du besoin et à quel moment il ne devient plus, il devient un peu intouchable en quelque sorte parce que là il a plus le droit de parler parce que le marché est en cours. Il y a, enfin, même pour compléter le propos précédent, finalement, il y a Mm. d'autres pistes à creuser. C'est qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure sur, en tout cas pour les plus gros acheteurs, mais c'est un élément important, sur la publication de la planification des marchés à venir, où Ouais. là, ça permet d'anticiper autant que faire se peut, enfin, d'identifier des marchés qui sont susceptibles d'intéresser une entreprise et donc tant que la publicité n'est pas lancée, c'est le moment finalement d'aller tenter une approche prospective. Après, depuis quelques années, le code de la commande publique a évolué pour finalement s'aligner sur ce que fait dans le privé avec ce qu'on appelle le sourcing. Oui. Donc assez classiquement. Donc on le fait pas forcément sur toutes les consultations et tous les acheteurs ne le font pas forcément, même si ça se démocratise de plus en plus. Et ce sourcing, c'est finalement quelque chose que les acheteurs vont faire en amont, au stade de la définition de leurs besoins, pour vérifier que, l'idée qu'ils ont en tête est pas hors sol par rapport à la réalité économique du marché, à la capacité de réponse des entreprises et donc c'est aussi à ce moment-là qu'il faut peut-être essayer de se manifester pour éventuellement, si l'acheteur fait un sourcing, être, repéré, pour être sourcé. Alors participer à un sourcing ne veut pas forcément dire obtenir un marché public après derrière, parce que c'est pas du tout, comme ça que ça fonctionne. Non. Mais déjà, un, ça permet d'être connu et d'être repéré dans une certaine mesure. Et deux, ça permet, là aussi, le sourcing, c'est juste pour l'acheteur une occasion d'aller vérifier la bonne adéquation de son futur besoin par rapport à la capacité de faire des entreprises, de vérifier aussi qu'il ne va pas passer à côté d'une potentielle innovation parce que malheureusement, et c'est aussi une difficulté quand on fait des achats publics, les acheteurs ont souvent tendance, pris par le temps, à copier-coller le cahier des charges d'il y a 4 ans. Heu et c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté de l'évolution, et du savoir-faire de nos entreprises, et de leur capacité d'innovation. Donc c'est aussi l'occasion d'aller vérifier que finalement, entre-temps, les choses ont évolué. Il y a des solutions qui sont plus intéressantes, plus pérennes, plus économiques, enfin tout ce qu'on veut. Et donc ces temps d'échange sont importants par rapport à ça. Donc il faut aussi essayer de se référencer hem, sur ces éléments de sourcing. Il y a c'est un élément qui est aussi important par rapport à ça. Donc là, essayez d'anticiper au regard de la publication de la planification des marchés. Vous devez aussi, si vous êtes mobilisé ou intéressé pour répondre à un marché public, souvent, très souvent, les marchés ont une durée maximale de 4 ans. On sait à peu près, on peut Mm. exploiter beaucoup de données aujourd'hui en matière de commande publique et on peut aller regarder, que ce soit sur des avis d'attribution, que ce soit sur des portails open data divers et variés, connaître la date de fin de marché. Sans même regarder la planification des marchés, on peut connaître la date de fin des marchés et donc forcément anticiper dans une certaine mesure une relance. Et donc ça implique aussi, de pouvoir, anticiper cette fin pour commencer à travailler, une tentative d'approche, vis-à-vis de l'acheteur public, par rapport à ça. Et du coup, pour les problématiques de sourcing, donc on les trouve, enfin, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans un process de sourcing quand il a été lancé? Donc, il y a la plateforme Approche. On peut trouver des avis de publication en dehors d'Approche d'ailleurs, sur Oui, les oui, alors agrégateurs. Approche, qui est un Voilà. portail, plutôt réservé au marché public de l'État. Mm. Donc le sourcing, ça se décrète pas finalement, c'est un choix de l'acheteur en amont. Donc ça dépend de il va le faire, s'il a le temps, il va le faire si le marché, C'est vaut le coup pour stratégique. lui, si c'est Ouais. un marché stratégique en effet.
Après, côté entreprise, vous pouvez aussi dans une certaine mesure vous faire référencer par rapport à des entreprises de sourcing. Il en existe, hein, Silex, Séléné, enfin des moteurs de recherche entre guillemets, qui résonnent par, métier en quelque sorte. Donc ça, ce sont des éléments importants. Hem, donc comme vous n'avez pas faire finalement la prise sur, est-ce qu'il y aura un sourcing ou pas de sourcing, c'est pour ça que je pense que l'aspect identification le plus en amont possible de consultation à lancer et une approche à ce moment-là est intéressante. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que la publicité est lancée, c'est fini, il y aura pas d'échange et après par contre en phase d'exécution, si vous êtes revenu, des échanges, il y en aura tous les jours. Mais ce sera pas de la Ça, même, c'est sûr. ce sera pas la même teneur. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et après aussi d'une certaine manière, d'un point de vue, je dirais prospectif, c'est toujours intéressant alors tous les acheteurs ont pas cette approche-là, mais je trouve que c'est intéressant si vous répondez à un marché public et vous ne le gagnez pas, Mmh. d'essayer d'aller savoir pourquoi. C'est pas parce que enfin, vous avez le droit de demander des explications complémentaires et l'acheteur public doit vous donner des explications. Plus ou moins précises, mais il doit vous donner des explications et vous avez aussi le droit de demander communication du rapport d'analyse des offres. Alors tout n'est pas communicable, bon je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais tout n'est pas Ouais. communicable et tout n'est pas communicable de suite. Mais en tout cas, c'est aussi intéressant pour vous de savoir ce qui a pêché ou pas dans votre appréciation et dans votre analyse et vous pouvez alors là encore une fois, tous les acheteurs publics le font pas, mais au-delà d'un échange de courrier qui est bon, qui a le mérite d'exister, mais qui est assez impersonnel, vous pouvez essayer aussi de demander un rendez-vous, pas pour, une vision enfin après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais pas forcément à visée, contentieuse, mais pour essayer de Ouais. comprendre et d'échanger avec l'acheteur public, parce que l'acheteur public a normalement pas grand-chose à cacher, hein, Mmh. et donc moi je suis plutôt favorable d'ailleurs quand on sent qu'une entreprise est très mécontente dans un courrier parce que c'est normal, elle a passé du temps, et de l'énergie et de l'argent finalement à répondre à un marché public et qu'après derrière elle ne l'a pas. Donc la frustration est assez importante et c'est bien légitime et donc moi je préfère, m'expliquer, oralement, ou physiquement, c'est quand même ça permet déjà de un montrer qu'on n'a rien à Ouais. cacher et 2 de dépassionner un peu le débat, et d'essayer de donner des pistes ou des billes, d'amélioration si l'entreprise veut essayer de rebondir après derrière. Donc ça aussi, c'est une vertu positive, par rapport à ça et puis ça permet dans une certaine mesure aussi de se faire connaître vis-à-vis d'un acheteur public avec une entreprise, bon, beh, qui cherche à comprendre de ses erreurs si elle en a faites et donc c'est plutôt, voilà, ça peut être, Ouais. vertueux. Honnêtement, moi, j'ai un feedback très positif à faire là-dessus, hein. C'est que nous, c'est quelque chose qu'on demande systématiquement, donc le rapport d'analyse, mais aussi de mettre en place un entretien. Et on précise bien que l'objectif pour nous, c'est de grandir et de s'améliorer. Et c'est absolument pas de casser les pieds de l'acheteur avec du contentieux. Donc, donc on arrive à être reçu très fréquemment. Et effectivement, il y a une qualité d'échange dans le cadre de ces entretiens qui est super intéressante parce que le cahier des charges de l'appel d'offres, c'est figé, c'est écrit. Et par écrit, parfois, on n'arrive pas à traduire toute la palette de complexité du besoin qu'on pouvait avoir en tête. Et là, ça permet vraiment à l'entreprise derrière de comprendre quelles sont les spécificités d'un donneur d'ordre dans le secteur public. Parce que souvent, en fait, elles vont proposer la même offre au privé et au public, sauf que les points d'importance sont pas les mêmes dans les deux secteurs. Parce que le produit, le service va pas être utilisé tout à fait de la même manière et avec le même niveau de contrainte. Et donc là, ça permet vraiment de se rendre compte de quels sont les besoins spécifiques qu'il peut y avoir chez un acheteur public par rapport à du B2B classique. Et ça a énormément de valeur, quoi. Donc, franchement, moi, ça, c'est Oui, puis je au-delà de pense, le ça, c'est meilleur conseil. intéressant Ouais. aussi pour l'acheteur public parce que, enfin, les cahiers des charges des acheteurs publics sont pas toujours, d'une clarté, Ouais. limpide. No Non, comment. non, oui, mais c'est ça, mais faut être lucide aussi sur le sujet et donc c'est aussi intéressant d'avoir un retour, hem constructif, de la part des opérateurs économiques, je me rappelle très bien, pour, juste donner un exemple concret, heu, pour un marché de fourniture, quelconque, on avait notamment jugé les capacités de logistique et de stockage, et puis finalement, comme on était enfin, pas spécialiste du sujet, on avait mis la meilleure note à celui qui avait l'entrepôt de stockage le plus important.
Ce qui était en soi, faux parce que enfin pas adapté parce que, l'entreprise qui était non retenue, alors c'était pas notamment pour ce critère-là, il y avait d'autres sujets, mais peu importe, nous avait indiqué que, le critère, enfin notre grille d'analyse, elle était pas erronée. C'est pas parce que leur entrepôt est très grand qu'il y a forcément plus de références dedans. C'est pas c'est maintenant, c'est très automatisé. Il y a des optimisations d'un point de vue logistique, ça a énormément évolué. Donc finalement, on avait une approche du siècle dernier pour apprécier ce critère. Donc du coup, d'ailleurs, on l'a complètement supprimé de nos consultations parce que finalement, c'est une entreprise non retenue qui nous a dit: «Bah, en fait, c'est bien mignon vos critères, mais celui-là, il sert à rien». Et Mmh donc mh. et finalement, c'était très intéressant aussi. Ça nous a permis, nous aussi, de nous améliorer par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, les cahiers des charges des acheteurs sont pas tous, parfaits, loin de là. Ouais. Bah, du coup, quelle a été la suite, qui a été donnée, à cette consultation? La suite qui a été donnée, c'est qu'après derrière, on a revu nos critères la fois suivante, Ouais. en supprimant ces éléments-là et en se focalisant plus sur de la qualité du produit, sur du SAV, sur du délai de livraison, sur du prix, sur des choses un peu plus standards. Et finalement, le la comment dire? L'immensité du stock était moins Mmh mh. structurant quand on analysait aussi les commandes que l'on passait, où finalement, on essayait de rentabiliser, ou en tout cas de faire des commandes simultanées ou plus groupées et donc on arrivait à se rendre compte que des critères plutôt copier-coller d'une consultation à l'autre, ce qui est aussi, une des difficultés sur les marchés publics très clairement. Voilà, ça nous a permis de nous réinterroger, en tout cas ce qu'on essaie de faire systématiquement, mais de nous réinterroger sur la bonne adéquation avec les critères et la prestation à satisfaire. Après, à l'impulsive, nul n'est tenu, hein. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont aussi un rôle à jouer dans justement dans l'ajustement, des cahiers des charges. Heu, Même quand la consultation est sortie, rien n'empêche à travers le jeu des questions, après ce sera suivi des faits ou pas, mais rien n'empêche à travers le jeu des questions de soulever un point dans le dossier de consultation qui mériterait d'être vu, qui est plus au goût du jour, ou alors tout simplement qu'empêche certaines solutions de se présenter et du coup qui vous coupe, vous, de toute une partie d'une offre qui pourrait être adéquate, hein. Donc, Oui, tout à fait, ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises, suite à des questions posées par des entreprises, de matérialiser en cours de consultation, de matérialiser une difficulté dans notre cahier des charges et donc de générer après, soit, une annulation pour revoir le cahier des charges en profondeur, soit d'adapter ponctuellement le cahier des charges, pour, répondre à cette, difficulté pointée par une entreprise. Donc ça, c'est extrêmement, régulier, et ça montre d'ailleurs l'intérêt de l'entreprise. A ouais. contrario, je fais un petit retour par rapport à ce qu'on s'est dit sur une des questions tout à l'heure. Quelque chose qui marche pas bien du tout, c'est, multiplier les questions, alors que les réponses sont dans le cahier des charges, et qui ont fait un renvoi à la page X ou Y du CCTP. Ça renvoie plutôt une image un peu négative de l'entreprise Mm. qui ne lit le cahier des charges que de manière superficielle et qui donc va faire une réponse, qui sera probablement superficielle aussi, Oui, qui probablement d'ailleurs l'a pas lu. probablement. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver la bonne information. Ok, eh ben, écoutez, c'est super intéressant. Je vous remercie de votre retour. Je pense que là, on a bien compris les enjeux pendant la consultation, comment est-ce qu'on peut la préparer, toute la partie approche des acteurs publics en amont, et puis ensuite les complexités qu'il peut y avoir au niveau de l'exécution ou pas d'ailleurs, hein, mais juste faire en sorte que ça se passe bien parce que le mémoire technique, c'est le contrat. Donc attention à ce qu'on écrit dedans. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur la partie innovation, parce que vous avez vraiment fait de votre métropole une référence en matière d'achat public innovant. Moi, je trouve ça génial, c'est que vous incarnez vraiment le fait que la commande publique, c'est un levier d'innovation, d'impact sur le territoire. Enfin, c'est super intéressant, en tout cas, de mon point de vue. C'est gentil, Et merci. j'aurais souhaité, ouais, voilà, c'est que vous nous en disiez un peu plus. Comment vous en êtes arrivé à cette posture sur l'achat innovant, sur le fait de favoriser cette rencontre entre un milieu start-up et les acteurs publics? De manière très simple en fait, hein, en utilisant les possibilités offertes par la réglementation, tout simplement. On a bénéficié, alors très rapidement, je fais 2 secondes d'historique, une expérimentation avait été lancée, fin 2018 pendant Ouais. 3 ans, pour justement promouvoir, l'accès des startups à la commande publique, de conclure
sans mise en concurrence, un achat innovant jusqu'à 100 000 € hors taxe. Parce que comme je disais tout à l'heure, le seuil d'absence de mise en concurrence, c'est de 40 000 € hors taxe. Entre 40 versus 100 000, c'est quand même pas du tout la même chose en termes d'importance financière. Et donc le dispositif nous a de suite plu, et c'était, un moyen aussi pour nous de faciliter l'accès des TPE-PME à la commande publique, Ouais, qui est quand on travaille avec des élus locaux, c'est toujours un sujet d'importance pour eux, même si on ne peut pas juridiquement favoriser les entreprises locales, ça n'est pas possible. Mais là, en l'occurrence, on ouvrait les vannes dans une certaine mesure de 40 à 100 000 € à condition qu'on soit sur un achat innovant. Donc on y reviendra certainement après, mais donc l'expérimentation finalement a été un semi-échec globalement puisque en l'espace de 3 ans, il y a eu, j'ai plus le chiffre en tête, mais quelque chose comme 250 achats innovants, ouais, ce qui même est pas, quand je même crois. Ouais, globalement, peu. ouais. Bon après il y a eu le Covid au milieu certes, mais finalement la mesure a été, pérennisée et maintenant c'est une faculté offerte, pour tous les acheteurs publics, de conclure sans mise en concurrence un achat innovant jusqu'à 100 000 € hors taxe. Et donc nous, c'est vrai qu'on l'a utilisé tant à la métropole qu'à la ville de Bordeaux. Donc on en est à peu près maintenant à une soixantaine d'achats innovants sur des sujets très divers. Et ça, c'est vraiment super et ça permet souvent pour des startups, enfin pas que les startups d'ailleurs, mais hem, d'avoir un premier accès simplifié, comme on le disait tout à l'heure, à la Mmh. commande publique parce que pas de mise en concurrence. Donc, ça permet de s'affranchir de cette phase rédaction d'un mémoire technique, mise en concurrence, incertitude, d'obtenir un marché pour passer directement à la phase exécution. Parce que, bah, c'est sûr que répondre à un marché public pour une startup, c'est pas forcément, hyper, intuitif, C'est lourd, et ouais. compatible parce que, il y a une certaine, Mmh. ce qui est une réalité, une certaine lourdeur administrative et calendaire qui matche pas forcément avec une réactivité inhérente à une entreprise de l'innovation au sens large du terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très de très bénéfique, je trouve, parce qu'il y a qu'en France d'ailleurs qu'on a ça, il y a pas de spécificité identique dans les autres pays de l'Union européenne, donc ça, c'est quand même aussi à souligner. Et nous, on l'a utilisé, voilà, une soixantaine de fois, on l'a jamais regretté, ça se passe extrêmement bien. Heu, la seule difficulté, si je peux dire ça comme ça, c'est justement comment caractériser une solution innovante. L'enjeu est Ouais, c'est ça. plus là, mais après, c'est quelque chose que l'on trouve ça, enfin, extrêmement vertueux et je ne m'explique toujours pas, moi, à titre personnel, pourquoi finalement ça décolle pas plus que ça, alors qu'on a, l'opportunité collectivement, d'avoir cet outil qui est, utilisable. Mais honnêtement, nous, c'est ce qu'on constate, hein. C'est-à-dire que sur le terrain, on a souvent des entreprises qui viennent nous voir en nous disant ah, on a une super relation avec le directeur marketing, le DRH de telle entité publique. Ça fait un an qu'on parle et au moment de contractualiser, bah, on s'est rendu compte qu'on était bloqué et on comprend pas pourquoi. Et en fait, nous, quand on leur pose des questions et qu'on avance un peu pour essayer de démêler le sujet, on se rend compte qu'en fait, ils sont arrivés avec, en plus de leur offre, le dispositif achat innovant dans leur escarcelle et qu'ils l'ont proposé à l'acteur public. Et comme le directeur de la commande publique ou le directeur juridique de l'entité publique ne s'est pas encore emparé du dispositif, en fait, ça bloque. Et à partir de ce moment-là, ça sort plus. Et nous, en tout cas, on a deux feedbacks en termes d'obstacles qui sont identifiés côté juridique ou côté commande publique. Le premier, c'est la qualification de l'innovation, qui effectivement voilà, est un vrai sujet. Donc là, récemment, dans les derniers mois, il y a des outils qui sont sortis, les choses se sont un peu précisées. Je vous redonnerai la main là-dessus. Mais il y a encore un an de ça, c'était pas si simple. Et la deuxième chose, c'est quid de la taille du contrat et de ce qui se passe après. Et en fait, nous, le directeur juridique ou le directeur de la commande publique avec qui on va rentrer en relation pour essayer de comprendre et de faciliter, ce qu'il va nous dire, c'est oui, mais attends, moi, 100 000 euros, ça couvre pas mon besoin. Et en fait, si je mets en place ce dispositif achat innovant que je ne sais pas faire, donc ça va me prendre un peu de temps, c'est un temps que je ne mets pas sur un marché un peu plus conséquent qui pourrait me permettre d'acheter dans de plus grosses proportions et en fait, ça va repousser d'autant l'aboutissement de ce second marché. Donc, euh, donc voilà un peu ces objections-là. Vous, si vous nous redonnez un peu les grandes étapes de la mise en œuvre d'un dispositif achat innovant, est-ce que vous pourriez lever ces objections?
Bah, sur le premier point qui est le Ouais, point, la définition. fondamental, qui est la qualification finalement de l'innovation, il y a une définition de l'innovation qui est donnée dans le code de la commande publique, alors, qui est, que c'est la beauté du droit, c'est-à-dire qu'elle est, la définition fait 7 ou 8 lignes, il y a du conditionnel partout, c'est peut, contenir, tac, enfin bon, du coup, la Mmh. définition est large et donc, Ouais. difficilement appréhendable, on va dire ça comme ça. Mais Mmh. l'intérêt qu'il y a là, alors soit on voit le verre à moitié plein, soit on voit le verre à moitié vide, c'est-à-dire que, elle est pas suffisamment précise donc on se bloque ou, au contraire, bon, elle est super large donc on peut faire entrer plein de choses dedans. Donc ça, c'est une question de posture. Après derrière, par contre, il est vrai qu'il y a pas une définition, très claire. Elle est très large et justement pour, faciliter le travail des acheteurs, voire des entreprises, il y a plusieurs outils, hein, comme vous l'aviez évoqué, Mmh. qui existent. Donc, le plus connu étant le faisceau d'indices, hein, qui a été proposé par, la direction des affaires juridiques de Bercy, qui a rédigé 2 guides, enfin un guide et qui a été mis à jour Ouais. sur les achats innovants, que j'encourage tout le monde à regarder. Et donc on voit qu'il y a un faisceau d'indices qui est une sorte de panel de questions à se poser pour caractériser ou pas l'innovation. Et ce qui est extrêmement déjà important à souligner, c'est que l'innovation n'est pas forcément synonyme d'informatique ou de nouvelles technologies. Oui. Donc ça, c'est déjà Ou de fondamental. rupture, radicale. Voilà, c'est ça. L'innovation, ça peut être des choses très très simples. Et quand on lit ces questions et les questions de ce faisceau d'indices, on se rend compte que l'innovation, ça peut recouvrir en tout cas tout un Mmh. panel de situations possibles. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a quand même cette espèce de fil conducteur qui liste les questions à se poser pour savoir si on est ou pas dans un achat innovant. Ça, c'est donc première étape. Donc on est quand même guidé en quelque sorte pour cette caractérisation. Ensuite, il n'y a pas de scoring à avoir. C'est juste un outil d'aide à la décision. Que vous cochiez 50% des cases, 20% ou 80%, c'est à vous, acheteur public ou entreprise, si vous souhaitez, de considérer qu'au vu des questions, oui, la Vous solution est répondez innovante ou au pas. eh oui. Et je pense que la principale difficulté, finalement, elle est là, c'est qu'à un moment donné, ben, il va falloir se lancer. Alors, si on coche 80% des cases, bon, on est certainement plus rassuré quand on en coche que 25%, ça c'est sûr. Mais ça, voilà, il y a une part de risque, appelons-le comme ça, par rapport à cette caractérisation. Il y a d'autres outils quand même qui existent. La direction des achats de l'État a fait un outil de cotation qui s'appelle InnovScore, qu'on trouve gratuitement Mmh. sur internet, hein, qui permet à une entreprise d'aller en fonction de ses spécificités, renseigner des petits questionnaires et ça donne un scoring qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas contractuel, mais qui est un indice aussi, pour caractériser ou pas l'innovation. Mais après, j'invite vraiment tout le monde à regarder ce faisceau d'indices qui est quand même extrêmement large et qui permet quand même de se rendre compte que l'innovation peut toucher tout un tas de de dispositifs, souvent sans qu'on le pense naturellement. Et ça, c'est quand même extrêmement structurant et une fois qu'on a franchi le pas et qu'on se rend compte que finalement, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, le champ des possibles est immense, donc ça, c'est vraiment super, moi, je pourrais vous donner deux trois exemples là-dessus, mais c'est pour se rendre compte que enfin, pour démystifier, en gros, le principe de l'achat innovant. Après, la limite de l'exercice qu'il y a, en effet, c'est le seuil. Le seuil, aujourd'hui, est de 100 000 € hors taxes. Alors ça peut être beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend de l'importance de son besoin. Et je pense que la vraie difficulté pour moi aujourd'hui, c'est pas tant la qualification de l'innovation, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Exactement. Et là aujourd'hui, j'ai pas la réponse forcément à cette question parce que, Mmh. est-ce que une solution qui a été passée en achat innovant auprès de 5 acheteurs publics sur les 18 derniers mois, est-ce qu'elle est Est toujours encore une considérée comme innovante? Ça exactement. aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. Mmh. Ou, une fois qu'on a fait, on est allé jusqu'à 100 000 parce qu'on peut pas aller au-dessus et que par contre on a envie de continuer, là, on va pas pouvoir «rejouer» entre guillemets cette carte-là, donc il va Mmh. falloir passer un vrai contrat. Mais après, là, pour le coup, aussi, il y a des possibilités enfin, il y a des pistes de sortie en quelque sorte. L'entreprise peut très bien considérer que sa solution est particulièrement en effet innovante et que l'acheteur public est tout à fait satisfait et donc aller déposer un brevet à l'INPI, ce qui Ouais. est aussi un des sujets. Et donc quand, bah, une entreprise a déposé un brevet et qu'elle démontre son exclusivité et qu'elle peut le prouver, bah, après, il y a des possibilités offertes par la réglementation de ne plus faire de mise en concurrence parce que cette solution et cette société a déposé un brevet et a une exclusivité là-dessus. Donc ça peut être aussi une parade en quelque sorte. Et après, une fois que l'entreprise a démontré son savoir-faire, l'acheteur public va certainement rédiger un cahier des charges, pas forcément taillé pour elle, mais en tout cas sur Mmh. lequel elle sera forcément,
un peu en avance de phase par rapport à ses concurrents potentiels. Ouais. Donc voilà, donc on a malgré tout quelques pistes de sortie, mais en tout cas aujourd'hui, le seuil de 100 000 €, alors qui est quand même loin d'être anodin, hein, par rapport à 40 000 €, mais c'est vrai, et ça c'est, je pense, plutôt vrai pour les gros acheteurs publics. 100 000 € ça peut être jugé un peu faible, mais enfin pour l'immense majorité des acheteurs publics quand même en France, 100 000 € c'est quand même un montant, assez conséquent. On est d'accord. Non, non, c'est clair. Bah, effectivement, moi, cette discussion sur la suite à donner, je l'ai eue avec des gros acteurs publics. Je l'ai pas eu avec la petite collectivité à côté de chez moi, qui elle, effectivement, se pose pas des questions dans ces termes-là, quoi. Mais Exactement. ok, en fait, je pense que le deuxième sujet aussi, et là, c'est plus un message que moi je préfère passer, c'est que les entreprises ont très peur de la mise en concurrence. Et parfois, elles arrivent en s'accrochant un peu comme des forcenés là, au dispositif achat innovant parce qu'elles ont l'impression que ça les enlève de la concurrence. Alors qu'en fait, pour une collectivité, pour un acheteur public, ça peut être beaucoup plus simple de mettre en place une procédure simplifiée, un petit MAPA, qui sortira du coup bien plus rapidement qu'un dispositif achat innovant parce qu'il n'y a pas besoin de qualifier l'innovation, il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions sur le fait qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui fait la même chose ailleurs dans le monde. Et eux, ça leur lève toutes les objections en amont, à savoir est-ce que vous êtes les seuls? Est-ce qu'on peut dire, même si vous êtes les seuls, que c'est vraiment innovant? Est-ce que le fait que vous avez déjà commercialisé permet de dire que c'est quand même encore une innovation, etc., etc. Et c'est vrai que les entreprises parfois essayent d'imposer ce dispositif achat innovant en se disant je vais gagner du temps parce que je serai pas mis en concurrence, mais c'est faux quoi. Enfin honnêtement nous on le voit, ça leur fait perdre plus de temps qu'autre chose quoi. Donc Après, ça dépend, de la volonté, de la maturité, enfin de maturité, c'est peut-être pas le bon terme, mais de la posture de l'acheteur par rapport à ce type d'argument. Je sais que moi j'ai, pour avoir travaillé sur pas mal de sujets, beaucoup d'entreprises après, viennent avec le faisceau d'indices rempli ou viennent avec un niveau of score ouais. pour, justifier cette innovation. Ça marche par moment. En effet, comme vous le dites, des fois ça marche pas parce que l'acheteur considère que ça fait un peu réchauffer maintenant parce qu'il y a du Mm. contrat, conclu. Donc ça dépend, le positionnement qu'il y a là-dessus. Après, je pense que si une entreprise se sent concernée par le dispositif, ça a beaucoup qu'à minima qu'elle regarde le faisceau Ouais. d'indices Neuf Score et qu'elle regarde un petit peu où elle se positionne et qu'elle en fasse ou pas, un argument après potentiellement de vente en quelque sorte Mm. auprès d'acheteurs. Heu, mais je pense que c'est une carte qui peut être intéressante à jouer, malgré tout. J'ai eu du mal à trouver qui étaient les acheteurs qui avaient déjà utilisé le dispositif achat innovant parce que ça, c'est pareil, c'est un indice pour l'entreprise. S'ils l'ont déjà fait une fois, ce sera plus facile pour eux de le mettre en œuvre une deuxième fois. Alors qu'un gros acheteur public qui l'a jamais fait est probablement pas du tout, enfin, pas réfractaire, mais il est pas forcément super promoteur du dispositif, quoi. Oui, c'est sûr. Alors après, bon, très souvent, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais c'est très souvent les plus gros acheteurs qui se sont lancés parce que, ils ont, Oui. des moyens humains, ou une expertise, plus poussée que des plus petits acheteurs forcément. Mais, certains plus petits l'ont déjà fait aussi. Donc, en tout cas, ça peut être intéressant pour une entreprise de le faire connaître, également, à certains acheteurs publics qui peuvent aussi décider de s'emparer du dispositif, malgré tout. Ça marche pas à tous les coups, ça c'est certain, Non, mais ça c'est c'est clair. en tout cas quelque chose, un argument qui peut être intéressant à valoriser, là-dessus. Mais vous savez où est-ce qu'on peut trouver un registre des dispositifs achats innovants qui ont été mis en œuvre? Alors aujourd'hui non, il faut le déclarer, Ah oui, il y a de c'est la quand même donnée une qui remonte obligation de là-dessus, mais déclaration. elle est pas forcément évidente à trouver, donc je pourrais pas vous dire, Ok. là-dessus ce qu'il Oui, en parce est. que j'ai cherché et j'ai fait chou blanc. Non, non, ouais, la Oui. donnée est pas simple à trouver, ouais. Et dernier point pour peut-être lever les dernières craintes. Enfin, en fait, la peur sous-jacente derrière tout ça, un côté public, c'est le contrôle du dispositif ou le recours d'un concurrent. Est-ce que vous avez un peu de recul là-dessus sur des contrôles qui se seraient bien passés? Qu'est-ce qui est contrôlé si jamais il y a du contrôle? Alors aujourd'hui, pour, démystifier le Ouais, processus, déjà, donc il y a eu, j'ai pas de chiffres du tout, mais
enfin nous on en a fait déjà une soixantaine, on n'a jamais eu aucun problème, on n'a jamais eu aucun recours. Il y a à ma connaissance, il y a jamais eu aucun recours, devant une juridiction par rapport à ce type de montage, ce qui envoie déjà un signal, je trouve. Après, ce qui peut être effrayant quand on fait de la commande publique, qu'on soit acheteur public ou qu'on soit entreprise d'ailleurs, c'est Ouais, que, il y a toujours la peur de la sanction pénale. Parce que c'est vrai qu'il y a de la sanction potentiellement pénale quand on fait de la commande publique. Après, pour aller sur de la sanction pénale, il faut quand même y aller franchement. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit volontaire et que ce soit sciemment, donc qu'il y ait ça une vraie n'arrive fort intention malveillante heureusement derrière, ce qui est pas le exactement, ça cas, arrive fort heureusement pas tous les jours. bien sûr. Donc Oui. ce qu'il faut après, c'est moi je n'ai jamais été contrôlé là-dessus et si le jour où, un jour je suis contrôlé, je pas trop d'inquiétude là-dessus puisque systématiquement, nous, on fait remplir le faisceau d'indices et on le valide. En amont, avant de contractualiser et dans une certaine mesure, on est les garants de la qualification de l'innovation. Donc c'est-à-dire que c'est pas le service ou l'entreprise qui s'auto, décide et Oui. auto-atteste qu'elle est innovante et que du coup, ça c'est bon. Donc dans ces sujets-là, très clairement, on fait le travail de vérification en amont et on est convaincu ou pas. C'est arrivé qu'on ne soit pas convaincu. Dans ces cas-là, on ne prendra pas le risque et on ne va pas contractualiser. Donc ça, c'est pour moi le point de contrôle, il est là, c'est de pouvoir démontrer le cas échéant qu'en toute bonne foi, on s'est posé les questions et donc systématiquement, nous on garde le faisceau d'indices avec les justifications, soit données par l'entreprise, soit données par le service, à l'origine, soit par nous, parce que des fois c'est nous qui allons prospecter. Et donc on est «les garants» entre guillemets de cet élément-là et on fait juge de paix interne, on va dire, sur ce dispositif. Donc et on peut démontrer qu'on s'est posé les questions. Alors après peut-être on s'est posé la question et qu'on a mal appréhendé tel ou tel sujet, mais ça on Ouais, pourra ça démontrer qu'en tout cas on l'a pas fait de manière volontaire. Exactement. Donc c'est pour ça que faut faut pas avoir une peur exagérée par rapport à ces éléments-là. Puis moi je vais, la métropole et la ville de Bordeaux, c'est à peu près 1200 marchés par an. On va et c'est bien normal, régulièrement devant le juge administratif parce que des entreprises, qui ne sont pas retenues contestent leur éviction et moi, ça ne me pose pas de problème particulier par rapport à ça et donc voilà, donc on y va, on gagne, on perd, bon mais en tout cas, on peut démontrer qu'on a fait le il n'y a pas d'intention malveillante en tout cas ou frauduleuse sur le sujet ouais, et donc complètement. Ouais. c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi se rassurer par rapport à ça. Alors du coup, je rembobine un peu le film pour revenir sur les entreprises qui vont passer en contentieux. En fait, vous, je suppose que vous attendez un certain niveau de pas de formalisme, mais si peut-être probablement de formalisme du dossier de réponse que vous allez retenir, parce que vous envisagez éventuellement que ce dossier puisse être attaqué hein, par le numéro 2, par le numéro 3. Et en gros, comment ça se traduit? C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui va faire en fait, que l'offre sera jugée alléchante, mais qu'en revanche, le dossier de réponse d'un point de vue formalisme sera jugé trop faible et que du coup, ça risque d'évincer la proposition de l'entreprise. Est-ce que c'est... Ouais. Oui, après j'ai pas de réponse, par rapport à ça. C'est vraiment une question d'appréciation au cas par cas. D'accord. Ce qui est extrêmement structurant et ça c'est certain, c'est qu'il faut, lire, en premier le règlement de la consultation parce que au delà des critères et de leur pondération, il y a des modalités de présentation de l'offre qui sont attendues et c'est assez simpliste pour le coup, Oui, tout non-respect des prescriptions demandées peut entraîner automatiquement l'élimination du candidat. oui, Juridiquement, c'est imparable. oui. Donc voilà, donc ça c'est la 1re vigilance à avoir, elle est là. Vous pouvez avoir une super réponse, là, par exemple, si, ce qui nous arrive de temps en temps, si on plafonne le nombre de pages d'un mémoire technique à 20 pages et qu'il y en a un qui fait un Mm. truc à 60 pages, bon, ben, alors c'est certainement très compétitif et très, très bien décrit, sauf qu'on avait demandé 20 pages et que donc, et que c'était indiqué très clairement et ben, donc il va être éliminé bêtement pour ce motif-là. Donc c'est pour ça qu'il y a l'aspect formalisme, c'est pas tant par coquetterie, hein, mais c'est aussi parce que, Non, ben, ça facilite le travail d'analyse. Ça implique aussi potentiellement,
un effort de synthèse vis-à-vis du candidat pour éviter et puis de nous faire une réponse personnalisée pour éviter un copier-coller, classique, d'une réponse qu'il a faite il y a 15 jours sur, un autre Mmh. dossier. Mmh. Donc voilà, c'est plus ça et vraiment c'est une appréciation qui se fait au cas par cas, par rapport à ça. Donc D'accord. OK. OK, OK. Non, non, mais très bien, c'est clair, enfin, il me semble qu'on a balayé pas mal de sujets, hein. Qu'est-ce qu'une belle métropole comme Bordeaux peut faire, parce que vous avez quand même des moyens qui sont un peu supérieurs par rapport à une toute petite collectivité qui, elle, va fonctionner en équipe réduite, en fait, hein. Elle n'aura pas exactement, forcément d'acheteurs publics formés en tant que tel. C'est plus quelqu'un des services qui va s'occuper de faire les achats. J'ai l'une de mes amies qui est directrice financière dans une collectivité, dans une petite collectivité. C'est elle qui fait les achats et parfois elle m'appelle, elle me fait Jess, est-ce que là tu peux nous dire? Je peux, oui, bon. Donc voilà, on voit que les moyens sont quand même moins importants. Et donc tout l'intérêt pour les entreprises de faire ce travail, de se présenter en amont, comme vous le disiez, de ne pas hésiter à passer sous les seuils des 40 000. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre au démarrage et s'adapter au seuil et aussi s'adapter à l'expertise, enfin, du moins au savoir-faire contractuel du client qu'elle a en face d'elle, quoi. exactement. Euh, et du coup, pour conclure, vous, est-ce que vous avez un souvenir marquant dans votre carrière d'acheteur que vous pourriez nous partager? Heu, J'en ai plein, des bons comme des mauvais, mais le souvenir, je dirais, le plus marquant, c'est justement par rapport à un achat innovant qu'on a pu, c'était une satisfaction personnelle, et collective, enfin, Mm. à l'échelle de notre territoire, c'était qu'on ait pu remporter, pardon, un trophée de la commande publique par rapport à un achat innovant et ce qui nous a permis aussi de donner un coup de projecteur sur ce dispositif-là et donc de valoriser des entreprises du territoire. Donc ça, c'est j'en garde un très bon souvenir et un deuxième très bon souvenir aussi, c'est, heu, avoir passé un marché dit réservé, c'est-à-dire à une structure d'insertion Mm. sur un très gros, marché de prestations d'entretien d'ouvrages d'art, de ponts ou autres, où tout le monde considérait que les épreuves c'était trop technique pour une structure d'insertion et donc la structure d'insertion a pu démontrer qu'elle savait faire avec un prix nettement plus compétitif que les entreprises professionnelles du secteur et qui marche très, très bien aujourd'hui. Ça, c'est aussi une C'est génial. satisfaction, par rapport à ça. Et l'exécution, du coup, se passe bien, quoi. Et l'exécution se passe très, très bien. Ah, c'est super. Ok. Et du coup, le mythe le plus tenace à faire tomber, je crois que je vais savoir ce Pour que une vous allez dire. entreprise qui répond à la commande publique, Ouais, exactement. je pense qu'il y en a plusieurs, je les ai un peu évoqués tout à l'heure, c'est, Mm. on choisit qu'au niveau du prix. Ouais. Alors même si en effet, pour beaucoup de collectivités, le prix est important et ça risque malheureusement de l'être de plus en plus avec les contraintes budgétaires. Mais au-delà de ça, entre un critère prix qui est à 80 ou un critère prix qui est à 70 ou un critère prix à 50, la réponse à aborder est pas forcément la même. Donc ça, c'est un premier point et surtout que la commande publique, c'est compliqué. Alors oui, c'est compliqué, mais par contre, c'est nettement moins compliqué quand on est un tout petit peu préparé à l'amont et que Mm. surtout on choisit ses combats, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va choisir les consultations sur lesquelles on va se lancer. Ça sert à rien de se lancer à corps perdu sur le premier marché qui se présente. Il faut vraiment regarder s'il est taillé pour vous, si au regard des critères, au regard de son importance, au regard de sa durée, au regard des prescriptions techniques, est-ce que ça correspond à votre savoir-faire ou pas? Et une fois qu'on a fait ce petit travail analytique amont, ça vaut clairement le coup de se lancer et encore une fois, la on souffre beaucoup d'absence de réponse, quel que soit Mm. l'endroit en France où on est et donc il y a clairement de la place pour les entreprises en matière de commande publique. C'est un super message, ça, hein. Les entreprises sont friandes de ce retour-là parce la complexité leur fait penser qu'elles sont pas forcément pas les bienvenues, mais que c'est comme une barrière à l'entrée, alors que pas du tout. C'est juste une complexité qui est inhérente à la matière et qui vise à garantir une concurrence équitable. Mais c'est pas du tout voulu pour évincer certains candidats, bien Exactement, une concurrence équitable et puis une garantie d'exécution de qualité après derrière. ouais, Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, remporter le marché, c'est bien, mais de l'histoire. Eh oui. c'est que le début de l'histoire exactement. Donc après, il faut qu'elle s'exécute bien. Donc le gros conseil pour les entreprises, c'est préparez-vous, mais lancez-vous, quoi.
si je comprends bien. Exactement, Super. exactement, c'est tout à fait ça. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé, qui était très productif, je pense, pour les gens qui nous ont écoutés. J'imagine qu'ils ont appris beaucoup de choses. Donc, un grand merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Non, beh, écoutez, j'espère que les entreprises du coup, je verrai, des candidatures sur nos marchés, bordelais et puis, et encore une fois, lancez-vous parce que, ça vaut le coup et que je pense que de toute façon, l'activité économique fait que les collectivités locales, même si les budgets sont tendus, vont toujours produire de la commande publique, ce qui est peut-être moins le cas dans le domaine du privé. Voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas.